Washington, 13 juillet 1945. Barbara chérie, à moins d'un changement de dernière minute, cette lettre sera ma dernière pour quelque temps. Enfin, le départ approche. Mon frère Bud a été nommé chef de la mission. Il doit nous rejoindre bientôt avec Bob Parish et un autre monteur. Nous allons sillonner une dizaine de villes allemandes à la recherche de films et de photos qui pourront servir de preuve au procès de Nuremberg. Nous devrions faire quelques incursions dans les zones d'occupation françaises et britanniques. Parfois, je me dis que je n'ai pas les épaules assez larges pour une telle mission. Je n'ai encore jamais eu autant de responsabilités. Il y a tant à faire et tant de choses si importantes. Parfois, cela me terrifie. La guerre se termine. Le monde entre dans une nouvelle ère au rythme des discussions entre les vainqueurs. La question du châtiment à imposer aux criminels de guerre nazis fait l'objet de plusieurs rencontres au plus haut niveau, à l'issue desquelles il est décidé d'organiser un grand procès en Allemagne même, dans la ville de Nuremberg. Les modalités de ce procès inédit, qui fera date dans l'histoire, sont discutées à Londres à partir du mois de juin 1945. Au même moment, à 6000 km de là aux États-Unis, deux jeunes soldats, deux frères, s'apprêtent à vivre une aventure qui les marquera à vie. Le plus jeune, Stuart Schulberg, qui écrit pratiquement chaque jour à sa femme, n'a alors que 23 ans. Son frère, le lieutenant de marine Bud Schulberg, 31. Jeunes, idéalistes, ils sont à l'image de ce nouveau monde né sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale. Tous deux ont accepté une mission spéciale, pister et rassembler les archives des crimes nazis, films et photos, qui vont servir de preuve contre les 24 dignitaires du régime qui doivent être jugés à la mi-septembre au procès de Nuremberg. C'est le grand réalisateur John Ford en personne qui leur a confié cette mission. Ford dirige à l'époque la Field Photographic Branch, une unité spéciale de l'OSS, les services de renseignement américains chargés de toute la documentation visuelle de la guerre. Le gros de ces troupes a été recruté parmi les cinéastes et les techniciens de Hollywood, où le nom de Schulberg était célèbre. Le père de Stuart et de Bud était l'un des patrons de la Paramount. Nous sommes alors au début de l'été 1945. Cela leur laisse 3 mois. 3 mois pour rassembler les preuves en images du plus grand crime de tous les temps et constituer ainsi le fondement de notre mémoire collective de cette période historique. Si les documents rassemblés par les Schulberg et présentés au procès de Nuremberg sont aujourd'hui célèbres, il existe peu de traces de la mission elle-même. Quelques lettres envoyées par Stuart à sa jeune épouse Barbara, quelques photos conservées par sa fille, Sandra Schulberg, devenue la gardienne de cette histoire méconnue. Au fil de nos recherches, nous avons découvert ces images, les seules existantes de la mission Schulberg. Au centre, Stuart, le plus jeune des deux frères. Sandra les découvre pour la première fois. This is an extraordinary find. I've only seen photographs of my father when he was a young man. I've never seen motion pictures of my father. Oh, it's so incredible to see this. I get emotional when I think about how young Stuart was. He was the youngest member of the OSS film team. How shocking it must have been to be seeing these atrocity images over and over again. They had to manipulate this material. They had to watch it, hundreds of times. And yet, I'm also struck by their innocence, their belief that they were doing something very important. Quelques autres éléments nous permettent aujourd'hui de reconstituer en partie la mission. Notamment cette conférence donnée à la fin de sa vie par Bud Schulberg, devenu après-guerre l'un des plus grands scénaristes de Hollywood. Il y fait revivre à son auditoire les moments clés de cette plongée exceptionnelle au cœur de la grande histoire. I had no idea what I was getting into. And we first started
getting all the Fox movie tone newsreels, which actually were German films with our American narrations. I mean, we ran that in New York City day and night, day and night. Après 2 semaines intensives au siège de la Fox Movietone, la principale banque d'images américaine, les 2 frères sélectionnent une trentaine d'heures, intégralement analysées et répertoriées. C'est dans cette première sélection que figurent les images des premiers autodafés, ou encore celle du discours de Göring, alors ministre de l'Intérieur, à l'origine des premières émeutes antisémites. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. First trial was set for September 15, and General Bill Donovan, who was the head of OSS, Donovan said, well, he dropped a bombshell on us and said, by the way, none of that what you did in New York on the Fox Movietone will be acceptable. They're being very strict about this. They don't want to say the film came from the United States, and the Defense Council will knock it out. They could say we tampered with the film. So it was almost like starting all over again. Devant l'impossibilité d'utiliser les images obtenues aux États-Unis, les 2 frères n'ont d'autre choix que de se rendre en Allemagne, à la recherche des originaux qui ont servi à monter ces reportages. Le pays n'est plus qu'un champ de ruines. Nuremberg, la ville symbole du nazisme triomphant, est une ville fantôme. Mais le palais de justice, même partiellement endommagé, semble encore tenir debout. Les équipes américaines s'activent sur place pour que tout soit prêt dans les temps. C'est le procureur Robert Jackson qui a pris les commandes des opérations. Membre de la Cour suprême des États-Unis, c'est un homme visionnaire qui entend faire du procès l'acte fondateur d'une justice internationale qui reste à construire. Pour la première fois, un tribunal va se prononcer sur des crimes commis par un État souverain. Et pour la première fois, un nouvel acteur fait son apparition dans le prétoire, un écran de cinéma. En général, dans un prétoire anglo-saxon, les juges sont placés en fond de salle, à la croisée des regards et face au public. Et pour installer l'écran de cinéma, l'OSS a eu l'idée de déloger les juges pour installer l'écran et donc le placer au point focal de la salle, ce qui nécessitait donc de déplacer les juges sur la droite à la place laissée vide, vacante par le jury, puisqu'il n'y avait pas de jury au procès militaire international de Nuremberg. « 16 juillet 1945. Ma chérie, je t'écris d'Allemagne. C'est étrange d'être ici, de marcher dans ces villes nazies en ruine. Tout est démoli, comme si les fondations d'une ville antique avaient été mises au jour. Les gamins courent et jouent au milieu des destructions, nous demandant du chocolat. Les soldats allemands que nous croisons avec leurs pactages et leurs uniformes usés ont l'air épuisés et sales. On sent qu'ils évitent notre regard. Les gens ici nous détestent, cela ne fait aucun doute. Ça ne va pas être facile de les convertir à la démocratie avec de belles paroles. Pour eux, il ne s'agit que de propagande américaine. Les Schulberg sont désormais dans une villa réquisitionnée dans la banlieue de Berlin, où ils installent leur salle de montage. L'une de leurs premières missions concerne le film Triomphe de la volonté. Un monument de la propagande nazie tourné lors du congrès du parti de 1934 à Nuremberg. Une copie américaine du film était déjà connue des services de renseignement. Après une première analyse de la copie allemande, ordre a été donné à Bud Schulberg de retrouver et d'arrêter la réalisatrice du film, Leni Riefenstahl, une des membres du premier cercle autour d'Adolf Hitler. The party rallies included
two valuable things. One was what they actually said at those rallies. And also there were people whose very presence indicted them. People who said that they were just German officials, but not necessarily Nazi Party related. And showing them with their Nazi badges and things. And we thought it was helpful in identifying various people. Zu verstehen und zu begreifen, was Sie, mein Führer, für Deutschland bedeuten. Parmi les dignitaires nazis identifiés avec l'aide de Leni Riefenstahl figure notamment Hjalmar Schacht, l'ancien ministre des Finances d'Hitler. Nur ein Teil eines Volkes aus wirklich aktiven Kämpfern bestehen. Alors qu'il avait affirmé aux enquêteurs américains ne pas avoir été compromis dans le nazisme, les images de sa présence parmi les officiels prouvent le contraire. Leni Riefenstahl identifie également Hans Frank, l'ancien gouverneur nazi de Pologne, partisan de l'extermination de tous les juifs du territoire, qui lui aussi siégera quelques semaines plus tard sur le banc des accusés de Nuremberg. The strategy of the prosecutors was to convict the defendants using their own words and their own recording of their criminal deeds. They had access to film that Leni Riefenstahl and others had shot. So once again, it came from the German government itself. And no one could claim that it was illegitimately edited, misleadingly edited. This was the Germans' own presentation of what they were doing. The written word was absolutely inadequate to describing what had happened. An ordinary criminal situation, you know, you're walking down the street and someone puts a gun to your chest and demands your money. We can all imagine that. But you couldn't imagine what happened in the Nazi reign of terror. And the only compelling way to do that, I think, really was through film. Parmi les kilomètres d'horreur retrouvés et visionnés par l'équipe des Schulberg, figurent ces images, tournées par les Allemands eux-mêmes dans le ghetto de Varsovie en 1942. Ce n'est qu'à partir des années 90 que de nouvelles recherches ont permis de comprendre qu'il s'agissait d'un film de propagande nazie, destiné à illustrer la soi-disant infériorité des Juifs. Il reste qu'en 1945, lorsque les Schulberg découvrent ces images, le choc est rude, car les victimes, elles, sont bien réelles. Someone asked me what was almost like the most horrifying moment of all the horrifying moments. And I said, I think it maybe in that German film on Warsaw, they show the dishes where the poor emaciated bodies are being buried. And they have a cameraman, a German cameraman, right down deep in the pit, shooting up as these emaciated, naked bodies are being thrown past them. They're actually doing them, this is not exposing from the other side, this is them photographing what they were doing, including the most unbelievable, I mean, women with infants were being thrown down past the camera, and the thought of that guy down there just doing this as his job was something that is hard to ever erase from your mind. Au palais de justice de Nuremberg, les préparatifs s'accélèrent.
La date de l'ouverture du procès prévue à la mi-septembre 1945 approche à grands pas. Pour étayer les accusations, l'équipe du procureur Jackson maintient la pression sur la mission Schulberg. We were very, very worried about time. We had no time. So I went down to Nuremberg to talk with the Jackson legal staff to get the particulars of the indictments and find out specifically how the photographic evidence would dovetail with their actual indictments. From that point on, we worked very closely. They were building a case that the Nazis had conspired almost from the beginning, from 1933 on. So they had these many different steps of the indictment, crimes against humanity and crimes against the existing peace of the world. So I would go away with that information and then look for film. Sur le petit film réalisé à l'époque sur la mission Schulberg, figure cette séquence qui retrace le travail de recherche d'images de crimes nazis. La mise en scène ne fait pas dans la dentelle, et les situations paraissent à peine crédibles. Pourtant, cette scène a réellement existé. Certains films ont été trouvés dans ce type de circonstances, abandonnés au cours de la débâcle de l'armée allemande. Alors que le dossier d'accusation est loin d'être bouclé, certaines tensions apparaissent au sein de l'équipe américaine, partagées sur la stratégie de Jackson de tout miser sur les documents nazis, au détriment des auditions de témoins. Ces rivalités, ajoutées à la contrainte de temps, compliquent encore un peu plus la tâche des Schulberg. Hier, j'ai pu envoyer un nouveau chargement à Londres, des documents SS secrets, films et photos. Je repars d'ici peu sur le terrain pour poursuivre nos recherches. Si seulement nous pouvions nous débarrasser de toute la paperasserie administrative qui ne fait que ralentir notre mission. Chaque perte de temps signifie moins de chances de retrouver ce que nous cherchons. Je déprime un peu ce soir, car c'est vraiment le bazar ici pour tout dire. En temps normal, cela me serait égal, mais cette mission est vraiment capitale. Toute la hiérarchie compte sur nous. Mais si ça continue comme ça, la plus grosse mission que la Field Photographic Unit ait jamais eu à faire risque de se terminer en gigantesque plantade. Alors que les Schulberg doutent sérieusement du succès de leur mission, une nouvelle prise déterminante leur redonne espoir. Cette prise, c'est Heinrich Hoffmann. Il est le photographe personnel de Hitler. Les Schulberg et leur équipe de monteurs, ici Joe Zsigman, l'ont repéré sur l'un des films saisis. Il est rapidement arrêté, ainsi que d'autres techniciens de cinéma du département de la propagande dirigé par Goebbels. Stuart Schulberg parvient ainsi à saisir la totalité du stock de photos de Hans Hoffmann. 12 000 clichés, qui sont immédiatement envoyés à Londres pour y être analysés en vue du procès. Pour tenter de prouver leur bonne foi, les prisonniers fournissent de précieux renseignements aux militaires américains. We learned from them that the SS had its own film unit, and that they made what they call reports. We would call it atrocities, but it was work that they were very proud of. Killing all these Jews and doing all this was sort of all, from their point of view, purifying, cleansing Germany, and eventually all of Europe. They told me that these films, they were often two real films, and would be shown at the homes of the Nazi leaders, Goebbels and Himmler, Hitler, and the rest of them, and they called them desserts because they showed them as a sort of entertainment after dinner. We thought we were going to find some of this film. Grâce au tuyau d'un autre informateur, Bud Schulberg apprend l'existence d'une cache secrète où les nazis auraient stocké certains de leurs films les plus compromettants. D'après ces informations, la cache se trouve au fond d'une mine de sel, à 600 mètres de profondeur.
Cette mine existe toujours aujourd'hui. Elle se trouve à Grasleben, dans la région de Magdebourg. We went through a long tunnel, and at the end of the tunnel was an incredible, unbelievable sight. There were acres, like football fields and fields of film burning. Tons and tons, tons of film, all burned, burning, destroyed. We lost them. We lost, can't tell you what, in a way, history and what we lost in the destruction of that. Apprenant l'existence d'une autre cage secrète, à Rüdersdorf, près de Berlin, Bud s'y précipite, dans l'espoir d'y saisir des films intacts. Mais trop tard. Là encore, le site vient d'être incendié. At the very least, it's a remarkable coincidence that we have all these film fires in such a short period of time. It is likely that there was a systematic policy to destroy incriminating film. But it's quite comparable to what they did with other evidence of crimes. I mean, Aktion 1005, the attempt to disinter all the bodies of the people they had shot, especially on the Eastern Front, and to burn all of those bodies as an attempt to hide evidence. I would say that this absolutely is also the case with film. Les Schulberg se livrent alors à une véritable course contre la montre. Il faut impérativement qu'ils trouvent d'autres stocks d'archives avant que les nazis ne parviennent à les détruire. Nous sommes déjà au mois de novembre 1945 et la salle 600 du palais de justice est désormais fin prête. Les journalistes du monde entier commencent à converger vers Nuremberg. Alors que la pression est maximale sur les Schulberg et leur équipe, l'ouverture du procès est reportée pour des questions de logistique. La nouvelle date est fixée au 20 novembre 1945. Ces quelques jours sont immédiatement mis à profit par les Schulberg pour tenter une dernière mission. Ils viennent d'apprendre l'existence d'une autre cache importante, mais cette fois en secteur soviétique, ce qui complique singulièrement les choses. Car même si les prémices de la guerre froide n'ont pas encore totalement coupé les ponts, les relations entre soviétiques et américains sont très tendues. Bud, l'aîné, prend alors l'initiative de contacter à tout hasard l'officier de l'armée rouge responsable du secteur de Babelsberg, où pourrait se trouver cette cache. Contre toute attente, celui-ci accepte de le recevoir. Major Avenarius, I never forget him. And he said, I don't understand this. Why is a young naval officer coming here into the Soviet-controlled part of Germany? I just don't understand what you're doing. So I said, well, it's a long story, Major, but we're part of the Commander John Ford's. I got about that far, and he said, John Ford? In one word, he said, John Ford? He said, you know John Ford? And I said, God, we work, he's our boss. Well, he says, I have written 2 books about John Ford. It turns out that this man is the biggest expert on John Ford in the world. He wants to know movie by movie by movie, every single one. He got so excited. He said, remember that shot in Young Abe Lincoln when Henry Fonda had his foot up on the desk and the shooting? You remember the angle? I tell you. And for that, it was extraordinary. $250 damages. Yes, I do. Now he's our friend. He'd really do anything for us. He said, come on. He's got all the negatives. He's got the negatives of films that we've been looking for. And he actually said, like, bring a truck. You can take anything you want. Certainly there were some efforts by German lackeys to destroy evidence. It's not clear what was destroyed. That's why the swap, as apparently took place between the Russian head of the Babelsberg studio and the Schulbergs of original Nazi material that was all stored in Babelsberg is so interesting because he had the keys to the kingdom.
Sur cette liste rédigée par Bud Schulberg à l'attention de ses supérieurs, figure un certain nombre de documents que son nouvel ami, le major Avenarius, avait accepté de céder. Parmi ceux-ci, un discours accablant tenu par l'idéologue du régime, Alfred Rosenberg, qui pèsera lourd dans sa condamnation par le tribunal de Nuremberg. D'autres images seront précieuses pour détailler la politique de terreur exercée par les nazis lors de leur conquête du pouvoir, étayant de manière déterminante l'accusation de complot et de préméditation à l'encontre des prévenus jugés à Nuremberg. Ceux-ci ont désormais été transférés dans les sous-sols du palais de justice, où ils attendent l'ouverture imminente du procès. L'un des accusés, Robert Ley, s'est donné la mort quelques jours auparavant, et les prévenus sont désormais surveillés 24 heures sur 24. Hier, nous avons vécu un nouveau grand moment. Rudolf Hess, l'un des accusés, a été conduit dans notre salle de projection pour visionner des images de lui et d'autres cadres importants du régime nazi en train de vociférer et de hurler leur propagande. Hess prétend qu'il est devenu amnésique, espérant échapper ainsi à la justice. Il y avait avec nous une équipe de psychiatres qui observent Hess depuis son arrivée ici. Tous espéraient le coincer, guettant un signe, quelque chose qui leur permettrait de prouver qu'il simule. Eh bien, s'il simule, ce fut un échec total. Hess s'en est remarquablement bien sorti, parvenant à rendre son amnésie tout à fait crédible. Attention, the International Military Tribunal will now enter. 20 novembre 1945. Une date désormais historique, celle de l'ouverture du procès de Nuremberg. 218 jours d'audience, 5330 documents, 236 témoins. Des débats en 4 langues traduits simultanément. Dans le box des accusés, ont pris place 21 hauts responsables nazis sur les 24 poursuivis. 3 manquent à l'appel. L'un s'est suicidé, l'autre est en fuite, tandis que le troisième a été dispensé pour des raisons médicales. Le procureur Jackson sait désormais qu'il peut compter sur les films préparés par les Schulberg pour créer la sensation dans le tribunal. Plusieurs montages ont été prévus, à partir des archives rassemblées par les deux frères, mais aussi des images tournées lors de la libération des camps, par les caméramans américains, britanniques et soviétiques. Ces films seront projetés au fil des audiences pour étayer les différents chefs d'accusation. Of opening the first trial in history for crimes against the peace of the world imposes a grave responsibility. These defendants arrange frequently to be photographed in action. We will show you their own films. You will see their own conduct and hear their own voices as these defendants reenact for you some of the events in the course of the conspiracy. The real complaining party at your bar is civilization. Jackson explique qu'il va précisément montrer les films nazis, parce que les dignitaires, les accusés avaient finalement la vanité de se faire souvent filmer, en expliquant de manière assez précise que le tribunal va pouvoir entendre les paroles des accusés et les voir rejouer sur l'écran certains épisodes du complot, du plan concerté. Donc on pourrait presque dire que le procureur Jackson imagine un peu les films comme une sorte de reconstitution judiciaire par écran interposé. Le procureur Jackson a tenu à ce que le procès soit filmé. Il a en tête un grand film, universel, qui, retraçant les grandes étapes d'un procès qu'il veut exemplaire, agirait sur les générations futures comme un véritable antidote au fascisme et à l'arbitraire. Jackson s'est tout naturellement d'abord tourné vers Bud Schulberg pour en assurer la réalisation. Mais Bud, impatient de se remettre à ses projets d'écriture personnelle, a l'intention de rentrer à New York. C'est donc son jeune frère, Stuart, qui va s'atteler à la tâche,
celle de réaliser le premier grand film de procès, celui qui servira de matrice à tous ceux qui lui succéderont dans l'histoire. La tâche ne s'annonce pas des plus faciles. Les caméras et enregistreurs sonores sont à l'époque des appareils volumineux et bruyants. Et plusieurs juges estiment que leur présence risquerait de compromettre la sérénité des débats. Le matériel sera donc, la plupart du temps, isolé derrière des parois vitrées, dans des emplacements spécialement aménagés pour l'occasion. Il y en a essentiellement 3. Celui de la cage de verre, qui se situe à la gauche des juges et qui permet d'enregistrer du son de manière synchrone avec l'image. Une autre caméra se situera à l'opposé, à la droite des juges et permettra de filmer à la fois les accusés mais aussi l'intervention des procureurs. Enfin, une troisième caméra se situera dans le box à l'origine des opérateurs radio et qui permettra là encore de produire images et sons. Und zwar in Funktion. Diese Bekundungen sind falsch. 400 journalistes venus du monde entier sont présents dans la salle. Mais devant le côté fastidieux de certains débats, ralentis par les traductions simultanées, l'intérêt de la presse semble peu à peu s'émousser. Le procureur Jackson décide alors d'avancer de quelques jours la date initialement prévue pour la projection du premier film sur les exactions nazies. Stuart Schulberg effectue les dernières vérifications d'éclairage. Pour Jackson, il est capital de pouvoir fixer sur la pellicule la réaction des accusés face aux images de leurs crimes. Au moment des derniers essais, nous nous sommes aperçus que la source de lumière était trop vive et que du coup, on voyait mal les images sur l'écran. Nous avons donc décidé au dernier moment de tamiser avec du ruban adhésif les tubes de néon que nous avions placés au pied des accusés. Il était alors 9 heures passées. Alors que j'étais fébrilement en train de m'affairer, accroupi sur mon tube de néon, Göring et Hess se sont dirigés vers moi. Je me trouvais pile sur leur trajet vers le box des accusés. Alors que j'étais au niveau de ses bottes de cuir, Göring a regardé un moment mon installation, puis me dit « Le cinéma, hein? C'est ça ?» Quant à Hess, qui à ce moment-là jouait toujours aux amnésiques, il s'est mis à taper dans ses mains, l'air émerveillé. Göring sourit et se tourna vers moi en haussant les épaules. Une demi-heure plus tard, alors que les images défilaient sur l'écran de Nuremberg, leur sourire avait disparu. If the tribunal please, we shall proceed with the projection of the film. Le premier film préparé par l'équipe des Schulberg est projeté le 29 novembre 1945. C'est un montage d'1 heure, réalisé à partir des images tournées par les Alliés lors de la libération des camps de concentration. These are the locations of the largest concentration and prison camps maintained throughout Germany and occupied Europe under the Nazi regime. This film report, covering a representative group of such camps, illustrates the general conditions which prevail. The camp is chosen for a high command inspection led by General Dwight D. Eisenhower. Also present are Generals Omar N. Bradley and George S. Patton. The 4th Armored Division of General Patton's 3rd Army liberated this camp early in April. They see the woodshed where lime-covered bodies are stacked in layers and the stench is overpowering. The general and his party next see the crude woodland crematory, actually a grill made of railway tracks. Charred remains of several inmates still lay heaped atop the grill. J'avais 21 ans, 22 ans. C'était évidemment assez impressionnant. Les visions d'horreur, ça a été tout au début du procès, et ça a créé évidemment une émotion considérable, même parmi les accusés qui ne pouvaient plus dire que ça n'a pas existé. Enfin,
ces visions de cadavres traînés par des bulldozers, etc., c'était abominable. Ça a créé un vrai choc dans... Ça a créé un vrai choc, et en particulier, même les accusés, bon, même s'ils disaient on ne savait pas, ils étaient quand même face à ces horreurs. Et c'était un bon coup de la part de Jackson de montrer ces horribles images assez tôt pendant le procès. This was Bergen-Belsen. Lorsque les lumières se sont rallumées, comme toute la salle, je fixais les 21 accusés. Keitel essuyait des larmes. Ribbentrop, l'élégant diplomate qui avait réponse à tout, fixait ses pieds en hochant lentement la tête. Raeder et Dönitz, les deux officiers supérieurs, regardaient dans le vide, droit devant eux. Rosenberg avait la tête posée sur la table devant lui. Et même Göring, qui jusque-là ricanait et distribuait des clins d'œil et des sourires en coin à ses collègues, semblait tétanisé, enfin, la mâchoire pendante. Mais la réaction la plus étonnante fut celle de Hans Frank, poursuivi pour l'assassinat de 5 millions de Polonais. Alors que tous les prévenus repartaient un à un vers leurs cellules, il est resté immobile, assis, jusqu'à ce qu'un garde vienne littéralement le tirer vers sa cellule. He's really moved, I have to admit, nearly crying. Yeah. He should have kept this crying and admitting what he has done. Do you think they never saw this footage before? Because I can't say it for all the other defendants, but I would say it nearly, I'm 100% sure that my father never had seen this before because he didn't want to see it. He knew exactly what was going on, what was happening to all these innocent people. But to see it personally, like here in this room, that was really new for him. You don't think he had any remorse? No, he had not. On the last evening of his life, he wrote to Mr. Seidel, his lawyer, and to his wife, our mother, saying, please find out the truth about me. I never was a criminal. Unbelievable. After you have had a year of proofs, you have seen movies about Auschwitz, yes? Everything. And then he is saying something like this for me, and therefore I never will forgive him. Never. Le lendemain même de la projection, premier coup de théâtre. Rudolf Hess, qui jusque-là s'était muré dans son personnage d'amnésique, demande soudainement l'autorisation de lire une déclaration. Herr Präsident, ab nunmehr steht mein Gedächtnis auch nach außen hin wieder zur Verfügung. Die Gründe für das Vortäuschen von Gedächtnisverlust sind taktischer Art. Ich betone, dass ich die volle Verantwortung trage
für alles, was ich getan, unterschrieben oder mit unterschrieben habe. Quelques jours plus tard, le 11 décembre 1945, l'accusation présente à l'audience le second film préparé par l'équipe des Schulberg. Ils viennent tout juste d'en terminer le montage. D'une durée de 3h15, The Nazi Plan a été réalisé à partir des documents retrouvés lors de la mission des deux frères. Ce film est essentiel pour étayer l'idée d'une préméditation de la guerre et des atrocités commises par les nazis. Plus qu'aucun autre film, The Nazi Plan a forgé notre mémoire collective sur cette période. Both Schulbergs, I would say, were very much responsible for shaping our image. Even today, most documentaries made about the so-called Third Reich go back to footage that was systemized and gathered for that film. Everyone's going to that source and uses it. So, I mean, the work of both of the Schulbergs for their project at that time cannot be overestimated in their long-time effect. S'appuyant sur la chronologie soigneusement reconstituée par The Nazi Plan, les débats se poursuivent. Des semaines, des mois d'interrogatoires, de contre-interrogatoires. Les Américains veulent montrer au monde que malgré l'énormité du crime, la justice se doit d'être impartiale. C'est tout l'enjeu du film sur le procès confié au plus jeune des frères Schulberg. Mais pour accomplir cette nouvelle mission, il va devoir affronter toute une série d'obstacles. For a trial that will last almost a year, the decision was issued by the judges, by the tribunal, that the filmmakers must only film during 35 hours. Actually, we have something like 38, 39 hours. That is due to the fact that certain situations were filmed with several cameras from several angles. And that was the material Stuart Schulberg has to work with. The camera teams inside this courtroom were US Army camera teams. They were not from the OSS as originally planned because the OSS was closed down. So the US Army Signal Corps, they took over. They are a unit to provide telecommunication and other communication, and their camera teams were not able to speak German. So another big problem. They were filming, sometimes they were catching some very important scenes, sometimes not, sometimes they were stopping too early. So the problem was the film material that survived and that Stuart Schulberg could pick out of was not very good. Mais Stuart Schulberg trouve la parade. L'intégralité des débats ayant été enregistrés sur des disques de cire, il entreprend, avec l'aide de ses deux monteurs, Robert Parrish et Joe Zsigman, un travail colossal. Il s'agit d'exploiter au maximum le peu d'images dont il dispose, pour jouer ensuite sur des off, c'est-à-dire monter le son sur les plans d'écoute des uns et des autres. Ich möchte nochmals betonen, dass ich über militärische Maßnahmen nichts wusste. Mais tandis que Stuart Schulberg se démène dans sa salle de montage, les soviétiques, qui entendent eux aussi inscrire le procès dans leur roman national, mènent leur propre projet, confié au caméraman et réalisateur Roman Karmen. La salle d'audience de Nuremberg devient le lieu où les deux alliés se positionnent face à l'histoire, chacun cherchant à se présenter comme le grand vainqueur du nazisme. Dans ce combat pour la maîtrise de la narration historique, les images vont jouer un rôle primordial. Les soviétiques parviennent à négocier une journée de tournage spéciale, hors procès, où ils peuvent filmer les prévenus s'installant dans leur box comme pour une journée d'audience ordinaire. Le réalisateur soviétique, Roman Karmen, a trouvé un emplacement de choix qui lui permet d'assurer toute une série de gros plans que les Américains n'ont jamais pu tourner. Ces gros plans, tournés par Roman Karmen, sont d'une redoutable efficacité dramaturgique. Aujourd'hui encore, ils permettent de percevoir toute l'intensité de ce qui se joue dans la salle.
comme ce 1er octobre 1946, jour du verdict délivré par le président du tribunal, le juge Lawrence. The International Military Tribunal sentences you to death by hanging. 12 condamnations à mort, 3 peines de prison à perpétuité, 4 autres, de 10 à 20 ans, 3 acquittements. 11 des 12 condamnés à mort sont exécutés 2 semaines plus tard, dans la cour de la prison de Nuremberg. Le dernier, Göring, s'étant donné la mort dans sa cellule la veille de l'exécution. Il faudra près d'1 an et demi à Stuart Schulberg pour mener à bien la réalisation de son film consacré au procès. Des divergences au sein des autorités américaines à propos des enjeux du film ont considérablement retardé son travail. Il devra écrire 11 versions successives du script avant de pouvoir s'attaquer au montage du film proprement dit. Plusieurs mois se sont écoulés depuis la fin du procès. Alors qu'il est en plein montage de son film, le jeune réalisateur parvient à mettre la main sur un document filmé exceptionnel. Il lui est remis par un habitant de Berlin qui vient d'acquérir la maison d'un ancien haut responsable nazi, Arthur Nebe. On y voit l'un des premiers essais de gazage sur des êtres humains, tourné vraisemblablement par Arthur Nebe lui-même, en 1941. Les victimes sont des patients d'un asile d'aliénés, dans la région de Mogilev, en Biélorussie. Stuart Schulberg écrit à l'époque qu'il s'agit du seul document connu qui montre le crime en train de se commettre. Ces images étaient encore inconnues lors du procès de Nuremberg, mais leur importance est telle que Stuart décide alors de les intégrer à son montage. Nous sommes désormais début 1947. Alors que Stuart Schulberg est loin d'avoir terminé son film, celui réalisé par Roman Karmen, Le Tribunal des peuples, est prêt. Les Soviétiques se payent même le luxe d'organiser une première au cœur de New York, sur Times Square. Les Rouges terrassent les Yankees. La presse américaine ironise sur le retard pris par la fabrication du film américain. Un retard à mettre sur le compte des rivalités entre Washington et les autorités militaires américaines de Berlin. One of the big battles that took place was whether the film should be made just for a German audience or whether it should be made for an international audience. The people in Berlin with military government really felt that its primary use should be as a denazification, re-education tool. They wanted to show the difference between Nazi justice and Allied justice. Stuart Schulberg really felt, if you look through the documents, that they were making a film that was not just for Germany. They felt that the Nuremberg trial was a milestone in the history of civilization and that the whole world needed to learn the lessons of Nuremberg, not just the German public. Naviguant comme il le peut entre ces injonctions contradictoires, Stuart Schulberg termine enfin son film début 1948, 1 an après celui de Roman Karmen. Lord Justice Geoffrey Lawrence, Great Britain. Mr. Francis Biddle, United States. Monsieur Henri de Vabre, France. Major General Yona Nikitchenko, USSR, and their alternates. D'une durée de 80 minutes, le film de Stuart Schulberg retrace toutes les étapes du procès de Nuremberg, tourné au moment où Soviétiques, Américains, Français et Britanniques étaient encore unis contre le nazisme. Intitulé Nuremberg, une leçon pour le monde d'aujourd'hui, c'est un film fort, nécessaire, qui fait entrer dans l'histoire les grands moments du procès, mais aussi toutes les archives filmées que Stuart et Bud Schulberg ont compilées pour le procureur Jackson. Le film reprend également l'essentiel des séquences tournées lors de la libération des camps, par les opérateurs américains, britanniques et soviétiques. Mais ce film, le monde ne le verra pas.
En tout cas, pas avant de nombreuses années. Le 28 juin 1948, les forces soviétiques entourent brutalement Berlin, imposant un blocus sur la capitale allemande qui n'est ravitaillée que grâce au pont aérien mis en place par les forces occidentales. Le monde bascule dans la guerre froide. The same Cold War that brought, for the most part, an end to post-war Allied enthusiasm for prosecuting Nazi war criminals that caused the trials basically to peter out by 1950. That same Cold War, in which now, of course, Germany was, or at least Western Germany was our ally, and our former ally, the Soviet Union, was now our enemy. Not at all the story portrayed in the film. The film conflicted with that narrative. And so a great opportunity was lost to educate Americans and to remind them of what we fought for. Une première du film de Stuart Schulberg est tout de même organisée en Allemagne, au mois de novembre 1948. Non à Berlin, toujours encerclé par les soviétiques, mais à Stuttgart. Devant le succès de ses premières projections, la sortie américaine est prévue dans les semaines suivantes. Mais à Washington, le climat a changé. Le Congrès vient d'approuver le lancement d'un gigantesque plan de reconstruction de l'Europe. 2 ans se sont écoulés depuis la fin du procès de Nuremberg. La mise en place du plan Marshall est désormais la principale priorité du gouvernement américain. During the Marshall Plan, millions and millions of dollars were invested in not only in Germany and the whole of Europe, but also in Germany to help them recover their economy, to bring them forth. And this, of course, collides with the idea of punishing war criminals. Bulldozers, pushing the dead bodies in mass graves, that would clearly harm the idea of helping these people. Fin 1948, la décision tombe. La sortie du film est purement et simplement annulée. Les ambitions humanistes du procureur Jackson, de Stuart Schulberg et de toute son équipe qui avait placé tant d'espoir et d'énergie dans ce film sont réduites à néant par la nouvelle donne politique à Washington. Mais les impératifs du plan Marshall et de la reconstruction de l'Europe ne sont peut-être pas les seuls responsables. It wasn't just an accident that this film was not released in American theaters. It was a government decision. And that decision was made by our Secretary of the Army at the time, Kenneth Royal. There were a number of high-ranking American officers who did not feel that prosecuting high-ranking German military leaders at Nuremberg was appropriate. They felt that they were the ones taking orders from Adolf Hitler, and they did not consider themselves responsible for the Nazi crime. So there was some degree of solidarity amongst German military officers and American military officers. As I was growing up, I really knew nothing about my father's Nuremberg film. My mother died in 2002, and when we were clearing out her apartment, we found all these boxes of material about Nuremberg that we really never knew existed. And we found a 16mm print of the film, which had been sitting there on the corner shelf for years and years with people putting their wine glasses on it. I mean, we never really realized it was sitting there. And finding these documents, suddenly it all began to be there, present, asking questions, what happened? So I began to try to make sense of the papers, and they're still, I'm afraid, all around me because I'm still working with them and trying to understand the whole story. Pendant près de 10 ans, Sandra Schulberg a entrepris un travail colossal pour restaurer le film de son père. Il a fallu retrouver les bobines, restaurer l'image passablement dégradée par le temps, ainsi que le son, dont une partie avait été perdue. Aujourd'hui, le film existe dans 13 langues, et Sandra parcourt le monde pour le projeter à nouveau. Grâce à elle,
l'œuvre de son père peut enfin reprendre sa route. Et son titre, Nuremberg, une leçon pour le monde d'aujourd'hui, tout son sens. As I was re-watching Nuremberg, its lesson for today, what's amazing is to see how prescient Jackson was. I mean, tragically prescient, really. He says, what makes this inquest significant is that these prisoners represent sinister influences that will lurk in the world long after their bodies have returned to dust. We will show them to be living symbols of racial hatred, terrorism, and violence, and of the arrogance and cruelty of power. They are symbols of fierce nationalisms and of militarism and intrigue and war-making. The very same problems that we deal with today. The world has not changed as much as the dreamers who brought us the Nuremberg trial thought it would. And that's why I think they made this film. They wanted to be sure that the world didn't forget and that the world would learn these lessons. Unfortunately, we still have a lot to learn.